Si tu vis en Europe, en Amérique, en Asie ou en Afrique et que tu veux t'investir dans l'agriculture, dans cette vidéo, je te donne 5 étapes clés que j'ai utilisées moi-même, que tu peux utiliser pour investir et réussir dans l'agriculture en Afrique en 2020. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Nyepa Joël Anani. Je suis un jeune entrepreneur ivoirien et j'entreprends en Côte d'Ivoire depuis la France, mais aussi en faisant des allers-retours plusieurs fois par an et je fais ça depuis 2012. Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 astuces, 5 étapes à ne surtout pas négliger lorsque tu veux te lancer dans l'agriculture en Afrique et réussir. La première étape qui est souvent négligée, c'est l'information et la formation. Si tu penses savoir ce qu'est l'agriculture, tu seras étonné de voir toutes les informations qu'il te manque lorsque tu commences à t'intéresser parce que tu veux investir. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte lorsqu'on commence à vouloir investir dans l'agriculture. Par exemple, en Afrique, il y a le climat, il y a les saisons, il y a les zones de culture où vous allez avoir certaines cultures qui sont plus propices que d'autres. Est-ce que au sud, c'est plus facile de pouvoir cultiver telle culture? Au centre, au nord, en fonction des différentes zones de la Côte d'Ivoire, en fonction des différentes saisons, vous avez des cultures qui vont réussir plus ou moins. Il y a des semences qui sont beaucoup plus mises en avant par rapport à des structures étatiques telles que le CNRA ou l'ANADER. Est-ce qu'il est dans votre avantage de prendre ces semences-là ou est-ce qu'il est dans votre avantage de vous rapprocher de d'autres structures moins connues qui pourront vous recommander des semences? Il y a comme ça pas mal d'informations à pouvoir rassembler afin de pouvoir mieux comprendre, mieux maîtriser votre sujet puisqu'il s'agit pour vous d'investir souvent vos économies, de même souvent prendre un prêt et éventuellement il serait beaucoup plus intéressant si vous arrivez à être rentable, à rembourser ces prêts-là ou tout simplement à réussir à vous bâtir un futur financier meilleur. Ensuite, il y a la formation. Plusieurs fois par an, à travers ma structure AgroLight SRL, Agriculture Urbaine Biologique basée à Abidjan, nous formons plusieurs porteurs de projets, nous formons des techniciens, nous formons des jeunes également qui sont en fin d'études. Après leur BTS, ils font leur stage qu'on appelle le stage école chez nous et nous permettons à ces personnes-là d'acquérir une certaine compétence pratique, donc théorique et pratique, mais surtout pratique, afin de mieux comprendre l'activité dans laquelle elles vont se lancer. Si tu es un entrepreneur, si tu es un porteur de projet, c'est bien pour toi si tu as une idée de l'activité dans laquelle tu veux te lancer. Si par exemple tu veux te lancer dans la production de champignons, qui est une culture qui est assez rare, qui est une activité qui est assez rare, mais qui fonctionne très bien, il est intéressant pour toi de te rapprocher soit d'une école qui forme dans ce genre de culture, soit de te rapprocher de praticiens, de personnes qui sont déjà dans l'activité, qui ont une certaine expérience, qui réussissent dans ce domaine-là pour pouvoir prendre une formation pratique avec eux avant même de te lancer, même si ce n'est pas toi qui vas surveiller les champignons. Même si tu es l'investisseur, c'est toujours intéressant de pouvoir savoir le technicien que tu vas prendre, de pouvoir comprendre ce qu'il va faire dans ton activité et ça te permettra de pouvoir mieux calibrer les choses aux besoins. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est chercher des débouchés. Il faut vendre avant de produire. Si tu as l'intention de vendre de la tomate, il serait intéressant pour toi de chercher des débouchés, des restaurants, des hôtels autour de ton site d'exploitation qui seraient prêts à acheter ta tomate lorsque elle sera prête à être récoltée et consommée. Donc tu dois t'assurer d'avoir déjà des débouchés ou alors d'avoir commencé à entamer les démarches pour trouver des débouchés pour tes fruits, pour tes légumes, avant même de commencer à cultiver. Après t'être informé et formé sur l'activité, il faut maintenant trouver des débouchés. Avant même d'avoir trouvé les terrains, avant même d'avoir trouvé les techniciens, il faut déjà t'assurer qu'il y a un marché pour ce que tu vas faire. Si tu veux par exemple cultiver le poivre, pas le poivron, le poivre, qui est une culture très très rentable que je vous recommande, ça serait bien que tu puisses déjà commencer à chercher des pays hors de la Côte d'Ivoire, hors de ton pays d'origine, qui seraient intéressés par acheter du poivre. C'est une culture qui est beaucoup négligée dans nos pays, mais qui a un marché international. Donc ça peut être quelque chose que tu peux par exemple lancer
dans ton pays pourvu que les conditions climatiques soient réunies. Et ça, c'est une structure de conseil qui va pouvoir t'orienter là-dessus, ou alors les entités étatiques telles que le CNRA ou l'ANADER pour la Côte d'Ivoire. Donc, il te faut rechercher des débouchés avant de pouvoir entreprendre quoi que ce soit. Ensuite vient l'étape de trouver une forêt, trouver un espace qui soit propice à la culture que tu auras choisie. Bien souvent, on choisit une culture et on voudrait que l'espace supporte cette culture qu'on a dans nos rêves ou dans nos aspirations. Il faut faire le contraire. Lorsque vous avez trouvé la forêt, l'espace, vous faites maintenant des analyses pour voir quelle culture pourrait bien réussir sur cette terre-là. Et pour ça, vous pouvez également vous faire accompagner. En Côte d'Ivoire, il y a des laboratoires d'analyse qui vont analyser votre sol, qui vont analyser le pH du sol, le type de sol, le niveau de fertilité et vont vous dire vaut mieux pour vous que vous alliez vers telle culture ou telle culture. Donc plutôt que de choisir une terre en fonction de sa culture, choisissez la culture en fonction de la terre. Donc ça, c'était une petite parenthèse. Vous devez vous assurer de remplir certaines conditions ou que votre forêt remplisse certaines conditions. La première, c'est l'accessibilité. Combien de planteurs passent 3 mois, 1 an, 2 ans à cultiver et n'arrivent pas à vendre leur récolte parce qu'ils n'arrivent pas à sortir simplement la récolte du champ pour la ville ou parce que c'est compliqué, périlleux de sortir la récolte du champ. Si l'accès de votre terrain est compliqué, vous allez devoir cumuler les récoltes afin de pouvoir les sortir d'un seul trait. Automatiquement, lorsque votre récolte va sortir, sa durée de conservation va diminuer parce qu'elle a déjà passé trop de temps sur le site. Lorsque votre terrain est inaccessible, vous manquez ce qu'on appelle la vente bord champ. C'est une personne, une entité, une société qui va avec son véhicule venir jusqu'à votre champ pour pouvoir acheter bord champ. Ces clients-là, vous n'allez pas pouvoir les avoir parce que votre terrain est inaccessible. Au mieux, ils vont s'arrêter au point le plus accessible possible et vous allez vous retrouver à devoir prendre des jeunes ou des femmes qui vont porter votre récolte sur la tête jusqu'à la route où le véhicule de votre client est garé, comme ça m'est arrivé déjà de faire sur 3 hectares de manioc sur la route de Yamoussoukro. La voie était tellement inaccessible que ça me coûtait plus cher de prendre les jeunes pour porter mes récoltes jusqu'à la voiture. J'ai été obligé de revendre ça localement avec des femmes qui transportaient de la ticket et évidemment, j'ai perdu de l'argent parce que c'était moins favorable pour moi, parce que c'était moins opportun pour moi, parce que c'était pas le plus avantageux pour moi. Le plus avantageux, c'était que ces véhicules puissent rentrer jusqu'à mon champ pour pouvoir faire sortir mon manioc, mais je n'ai pas pu le faire. Donc, c'est l'accessibilité de votre forêt. Assurez-vous que ça ne soit pas non plus une forêt qui soit en bordure de route pour éviter les intrusions, pour éviter les vols. Donc, vous devez trouver le juste milieu entre une forêt en bordure de route et une forêt inaccessible. Le mieux, c'est de prendre une forêt qui soit loin de la route mais accessible. C'est-à-dire que après l'axe principal goudronné, comme c'est souvent le cas en Côte d'Ivoire, on a une piste mais qui soit praticable par un véhicule jusqu'à pouvoir arriver au bord de votre forêt. Voilà. L'autre critère à prendre en compte, c'est l'accès à l'eau. Comme j'aime à le dire, sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a pas de vie humaine comme toi et moi, mais sans eau, il n'y a pas de vie ni animale ni végétale. Donc, prendre une forêt où il y a quand même un accès à l'eau qui soit le plus facile possible. Mais si le cours d'eau est loin de votre site, il y a une condition pour pouvoir trouver de l'eau très facilement lorsqu'on fait des puits, c'est lorsque la source d'eau intarissable est à moins de 100 mètres de votre forêt. Vous devez vous assurer que c'est le cas. Si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une possibilité de faire un puits. Voilà, donc il y a des zones où il y a des personnes qui font des puits, on les appelle les puisatiers, qui vous font le prix au mètre. Voilà, jusqu'à trouver de l'eau. Voilà pourquoi l'eau ne doit pas être très loin pour que très rapidement ils puissent trouver de l'eau et que vous puissiez exploiter cette eau-là grâce à une motopompe ou à des systèmes de pompage pour pouvoir utiliser dans votre parcelle. Donc sans eau, ce n'est pas la peine de valider cette forêt-là. Il faut que l'eau également soit potable. Pour qu'une eau soit potable pour les plantes, il vaut mieux que ça soit un cours d'eau qui ruisselle.
Le cours d'eau qui ruisselle a l'avantage de pouvoir éliminer les impuretés de l'eau parce qu'elle ne fait que, elle va, forcément, c'est peut-être au niveau de l'embouchure où il y aura tous les déchets, mais à votre niveau, à vous, tant que l'embouchure n'est pas à votre niveau et que l'eau ruisselle, elle part avec tous ces déchets. Il faut aussi éviter la mer. Le niveau de salinité de la mer ne permet pas de faire une agriculture saine et une agriculture rentable. Dès l'instant où vous-même, vous ne pouvez pas consommer de l'eau de mer, ne vous attendez pas à ce qu'une plante, qui est un être vivant, puisse consommer cette eau-là et se sentir bien. L'autre critère, c'est le niveau du terrain en question, le niveau de cette forêt. Le mieux, c'est de partir sur une forêt, sur un espace, sur une parcelle qui est la plus plate possible. On permet un dénivelé peut-être de 2, 3, 4, 5% maximum, mais le mieux, c'est que ça soit un terrain qui soit plat. Pourquoi? Parce que lorsque, votre terrain n'est pas plat, toutefois qu'il pleut, il y aura un lessivage, comme on dit dans l'agriculture, c'est-à-dire que l'eau, la pluie va récupérer les nutriments du niveau le plus haut pour les emmener au niveau le plus bas. Donc ça va lessiver votre terrain. Au bout d'un moment, vous allez voir que les plants qui sont au niveau le plus bas ont un meilleur succès que ceux qui sont plus hauts. Alors que vous, ce qui va vous intéresser, c'est que toute la parcelle réussisse et donc toute la parcelle reçoive le même niveau de nutriments. Donc il y aura un lessivage. Lorsque le dénivelé est de 2, 3, 4, 5%, le niveau de lessivage n'est pas aussi important. Ce qu'il faut éviter, c'est les côtes. Ce qu'il faut éviter, c'est les bas-fonds. Il faut aussi éviter que votre terrain soit marécageux à moins que vous vouliez cultiver du riz. Voilà. Prenez une culture par exemple comme la tomate. La tomate est gourmande en eau, mais elle n'aime pas avoir les pieds trempés. Donc si vous prenez un terrain marécageux, automatiquement vous aurez plein de problèmes bactériens, plein de maladies qui vont vous empêcher d'avoir un niveau de rentabilité qui soit intéressant. Il faut savoir qu'un plant malade passe du mode croissance en mode réparation. Pareil pour l'homme. Quand vous êtes malade, la croissance s'arrête et vous passez en réparation. Donc la plante, lorsqu'elle ne se sent pas bien, lorsque les conditions ne sont pas rassemblées, elle va switcher du mode croissance et passer en mode réparation. Donc elle va se réparer d'abord avant de pouvoir grandir. Donc voilà pourquoi il faut toutes sortes de maladies et c'est l'une des raisons pour laquelle nous, à AgroLight SARL, nous préférons l'agriculture hors sol parce que forcément la terre est dénuée de toutes ces pathologies, toutes ces bactéries, tous ces côtés négatifs que connaît l'agriculture traditionnelle, conventionnelle. Ensuite, l'autre critère, c'est d'éviter les habitations. De la même manière, vous devez vous assurer que votre forêt est loin de la route. De la même manière, vous devez vous assurer que votre forêt est loin des habitations pour éviter les intrusions, les vols et que vous soyez victime de ces choses-là qui vont vous ralentir dans votre projet. Après, il ne faut pas que ça soit trop loin non plus des habitations parce que n'oubliez pas, lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture dans une zone, il faut vous assurer également qu'il y ait la main-d'œuvre. Il faut vous assurer qu'il y ait la main-d'œuvre. Et souvent, la main-d'œuvre vient de ces habitations-là, la main-d'œuvre vient de ces villages-là. Si vous prenez un terrain qui soit trop loin, ces personnes-là vont préférer aller travailler dans une forêt qui est à proximité que marcher 2, 3, 4, 5 km pour se rendre dans votre forêt à vous. Très important, évitez d'acheter des forêts. Évitez de les acheter. Dans un premier temps, moi, ce que je conseille, c'est de faire de la location. Location à l'année. Vous faites un contrat sur minimum 3 à 5 ans. J'en parle dans une autre vidéo, je vous mets le lien juste là. Voilà, il faut éviter d'acheter le terrain. Il faut éviter de l'acheter. Soit vous passez par de la location longue durée, 3 à 5 ans, avec un paiement tous les ans, ou alors vous rentrez en partenariat avec le propriétaire sur la base de 1 tiers, 2 tiers. J'en parle justement dans cette vidéo. Je vous invite à aller la regarder pour pouvoir avoir beaucoup plus de détails. Donc, évitez de l'acheter dans le début parce que j'ai connu des personnes qui ont acheté des terrains, qui ont acheté des forêts dans une zone et se sont rendus compte que cette zone-là souffrait d'un manque de main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont capables de pouvoir venir travailler et nous permettre de faciliter certaines tâches, comme par exemple les semis ou la récolte ou alors le désherbage. Si vous avez une forêt avec des herbes partout, ces herbes-là rentrent en compétition avec vos plants et vous avez besoin de personnes pour venir nettoyer. Ça serait dommage de mettre beaucoup d'argent dans une plantation et de ne pas pouvoir récolter ce que vous aurez dû récolter parce que les herbes sont rentrées en compétition avec vos plants et donc on diminue leur rendement. Donc achetez, si vous voulez acheter, moi je le déconseille au départ, si vous voulez acheter, faites-le dans un endroit où il y a de la main d'œuvre. Ensuite, pourquoi je déconseille également d'acheter, je vous dis, j'en parle dans une autre vidéo, c'est parce que lorsque vous arrivez dans un endroit, vous ne connaissez pas le niveau de fertilité d'un sol. Alors un sol peut être amendé, mais ça demande encore beaucoup d'argent. Donc dans un début, si vous partez sur une location, vous avez le temps d'apprécier
le niveau de main-d'œuvre de la zone, vous avez le temps d'apprécier le niveau de fertilité, et puis par la suite, si vous êtes convaincu que vous êtes au bon endroit et que cette terre-là répond bien par rapport à une telle culture dont vous avez déjà le marché, vous pouvez maintenant acheter et pouvoir l'exploiter sur le long terme. Une chose aussi à retenir, c'est la superficie de votre forêt. Lorsque en 2015, je décide de me lancer dans l'agriculture, je pars sur 7 hectares. 3 hectares d'un côté, 2 hectares d'un côté et 2 hectares de l'autre côté. L'avantage d'avoir plusieurs plantations si vous partez à l'hectare, c'est de pouvoir les séparer parce qu'en milieu rural, ça arrive qu'il y ait des incendies. Si vous avez 3 forêts qui sont distinctes, si jamais une de vos parcelles est victime d'incendie, vous avez les 2 autres. Si les 3 sont incendiés en même temps, je vous invite à faire des enquêtes parce que ça serait quand même bizarre que vos 3 forêts distinctement éloignées subissent en même temps un incendie. Donc, évitez de prendre un grand espace en un seul bloc. Si vous voulez partir pour des grands espaces, prenez plusieurs espaces qui soient distincts avec une bonne délimitation entre eux. Mais je suis parti sur 7 hectares et le problème que j'ai rencontré, c'est un problème justement de main d'œuvre. Il n'y avait pas assez de main d'œuvre pour pouvoir travailler sur ces 7 hectares-là. Voilà pourquoi en 2017, c'est-à-dire 2 ans après, 2 ans de souffrance, 2 ans de perte, 2 ans d'incapacité à sortir mes récoltes du champ, 2 ans de manque de main d'œuvre, je me suis résigné à faire l'agriculture biologique, l'agriculture urbaine biologique en ville à travers le hors-sol, parce que dans le hors-sol, c'est sur des petites superficies, vous n'avez pas besoin de beaucoup de main d'œuvre, les produits sont accessibles directement à la population. Mon jardin AgroLife SARL à André Château-Fin-Gaudron, dès que nous avons fini de produire, dès que les plants sont prêts à être récoltés, dès qu'ils sont livrés. J'ai 3 personnes qui sont employées à plein temps sur le site, ça suffit largement pour faire même d'autres cultures autour. Voilà pourquoi personnellement j'ai choisi de me concentrer sur l'agriculture urbaine biologique sur des petites superficies. Mais si vous voulez forcément investir en milieu rural sur des grandes superficies, je vous conseille de ne pas prendre des trop grandes superficies parce que l'agriculture en Afrique, en Côte d'Ivoire n'est pas forcément mécanisée partout. Ne vous retrouvez pas dans une situation où vous avez fait tellement grand que vous avez du mal maintenant à suivre. Plus la superficie est grande, plus le nombre de manœuvres est important, plus le manque de manœuvres se fait sentir, plus c'est compliqué à gérer en cas de maladie au niveau de la plantation. Donc allez, par exemple, moi la bonne taille que je propose c'est d'aller sur 3 hectares. Mais en allant sur 3 hectares, on n'exploite que sur 1 hectare. Les 1 hectare, après, au fur et à mesure, on extrapole, on passe peut-être à 1,5 hectare, 2 hectares, 3 hectares au fur et à mesure, mais pas lancer complètement sur des grandes superficies. En commençant sur 1 hectare, ça vous permet d'avoir des techniciens qui soient compétents, qui soient engagés, qui soient fidèles avec vous. Ça vous permet de pouvoir tester aussi le niveau de la main-d'œuvre dans la zone et puis vous saurez si vous augmentez ou si vous trouvez un autre endroit pour continuer votre agriculture.